projet, il s'appelle projet technologique et scientifique. C'est bien l'idée de monopoliser différents types de compétences. Donc on va d'une part monopoliser des compétences d'un point de vue technologique. Donc les étudiants vont devoir être capables de réaliser un dispositif qui est fonctionnel, en monopolisant des aspects qui sont abordés dans les cours de technologie, tels que des aspects mécaniques, des aspects de conception de pièces, des aspects électriques, des aspects de sécurité, ou encore la réalisation d'un panneau synoptique pour l'indication des fonctions de chaque élément de la maquette. À côté de cela, les étudiants vont devoir développer des compétences plus orientées vers la maîtrise des sciences et en particulier la démarche scientifique. Alors bien sûr, on est aux prémices de la démarche scientifique, c'est un premier essai pour eux. Et donc les étudiants vont devoir d'abord analyser la situation de problème, puis ils vont devoir rechercher les ressources nécessaires. Alors ces ressources, ils vont les trouver dans des ouvrages, dans leurs cours ou dans diverses références bibliographiques, ou même en discutant avec des spécialistes du domaine. Après avoir monopolisé ces différents éléments, ils vont passer par une étape de mise en pratique, de réalisation d'expériences, de prise de mesures, et puis d'analyse bien sûr de ces mesures pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix possibles au niveau des composants qui vont constituer leur maquette, des méthodes qui vont être utilisées dans la mise en place de leurs capteurs ou de leurs actionneurs. Enfin bref, éviter de fonctionner par essai-erreur, mais bien fonctionner sur base d'une réflexion qui met en œuvre différents éléments qu'ils peuvent trouver dans leurs cours ou dans leurs ressources bibliographiques. Et puis à côté de tout ça, va venir s'ajouter bien sûr toutes des compétences transversales qui sont des compétences de communication. Les étudiants vont devoir communiquer entre eux ou communiquer avec leurs enseignants ou communiquer avec des personnes extérieures sur les sujets scientifiques, aussi bien de manière écrite que de manière orale. Donc ce sont vraiment des compétences transversales importantes pour un futur ingénieur. Ils vont également devoir monopoliser des compétences organisationnelles avec une gestion du temps sur toute une année académique, un respect des échéances qui est évidemment important. Et ils se casseront un peu les dents au début avec parfois des petites nuits blanches passées pour pouvoir respecter les échéances, mais ça fait partie aussi de la démarche d'apprentissage. Dans les compétences transversales, ils vont également travailler les compétences de collaboration, puisque le projet est un travail d'équipe où ils vont être amenés à travailler par groupe de 4, 5, 6 étudiants. Et donc, la formation des groupes à l'aide d'un CV, l'organisation de réunions, la réalisation de PV, les gestions de conflits dans une même équipe. Mais tout ça sont autant de compétences qu'ils vont travailler également, qu'ils vont exercer tout au long de cette première année de bachelier et qui, bien sûr, sont des compétences indispensables pour un ingénieur. Parce que quand je suis arrivée dans la section ingénieur industriel il y a maintenant 20 ans passés, le projet existait déjà, en tout cas sous sa forme technologique. Donc réalisation de maquettes, c'était déjà mis en place. Et puis nous avons ajouté un autre projet. Donc au départ, à ce moment-là, il y a eu deux projets. Donc un projet plus orienté sur la recherche scientifique, qui était indépendant de ce projet technologique. Donc ça date d'il y a une quinzaine d'années. Et puis, il y a 8 ans, maintenant, on a fait une réunification. On n'est pas dans koh mais c'était l'idée de réunir les deux projets pour bien montrer aux étudiants que finalement, l'étude de ces aspects scientifiques, ça avait un intérêt. Et l'intérêt était, dans ce cadre-ci, de faire les meilleurs choix possibles pour leur maquette et d'éviter de fonctionner par essai-erreur. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un seul et même projet dans lequel on doit réaliser un dispositif qui est fonctionnel, mais pour lequel on va passer par une démarche scientifique pour bien comprendre les différents aspects mis en œuvre. Pour moi, c'est vraiment très riche d'avoir ces deux aspects qui sont mêlés parce qu'on s'approche de plus en plus de la réalité de terrain, et ce, dès la première année. Tout d'abord, avant de le préciser, signaler que notre formation d'ingénieur est agréée par la Commission des titres d'ingénieur et par une agence européenne de certification des études d'ingénieur. Et donc, nous voulons avoir une formation de haut niveau, une formation qui corresponde au métier d'ingénieur. Et je dirais que
l'objectif du projet de première année est de préparer le projet de deuxième année qui, lui, se déroule en lien avec des entreprises et consiste à trouver des solutions à un problème industriel en travaillant en équipe. Et donc, c'est vraiment cet aspect pratique, cet aspect de la recherche de solutions à un problème que nous mettons en évidence durant toute la formation, en commençant par des projets en première année qui vont roder les étudiants, notamment au travail d'équipe, à utiliser des méthodologies d'analyse spécifiques. Puis, en deuxième année, on passera à un autre niveau, puisque là, le projet se fait en lien avec des entreprises. Et dans certains cas, ces projets se concrétisent aussi en bloc 3 et se continuent en bloc 3 dans le cadre de projets plus spécifiques relatifs aux orientations. Et donc, les attentes principales que nous avons, c'est d'avoir de futurs ingénieurs qui sont capables de trouver des solutions à des problèmes, qui sont capables de travailler en équipe pour réaliser une production. Le premier type de production qui est demandé est la réalisation d'un prototype. Un prototype, c'est une phase qui intervient dans la création d'un produit depuis l'idée jusqu'au produit fini. L'objectif du prototype est de tester le fonctionnement technologique d'un projet. Tous les projets industriels, tous les biens de production industrielle, à un moment donné, sont passés par cette étape du prototypage. Une autre production qui est attendue, c'est de réaliser un dossier d'analyse technologique et donc de mettre en œuvre des méthodologies concrètes qui sont aussi utilisées en entreprise. Avec l'expérience, on s'est rendu compte qu'il y a clairement deux apprentissages qui sont réalisés grâce à ces projets-là. Il y a d'abord l'apprentissage humain, parce qu'ils doivent travailler en groupe. Alors là, ils vont se rendre compte qu'on ne commande pas de manière dictatoriale ses collègues, ses compagnons de classe. Donc il faut composer avec les bonnes volontés. Il faut motiver aussi parfois ceux qui, dans le projet, perdent un peu la motivation, etc. Donc il y a le problème humain, apprendre à travailler en équipe, c'est extrêmement important. Et alors après, il y a l'apprentissage vraiment pratique, l'apprentissage de la réalité. C'est-à-dire que c'est extrêmement facile de dessiner avec un bic sur un plan, sur un papier. C'est extrêmement facile de dessiner une connexion électrique. Maintenant, réaliser cette connexion électrique-là correctement, dans la réalité, ben, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que le fil peut ne pas rentrer facilement dans la borne, ou bien la soudure peut être mauvaise, il peut y avoir des mauvais contacts, etc. Vous n'aurez jamais un mauvais contact sur un plan écrit. Les moyens financiers étant ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas toujours travailler avec du matériel neuf. On les encourage à essayer de récupérer. D'abord, écologiquement, c'est très intéressant. On leur demande d'essayer de récupérer le plus possible de matériel d'occasion. Mais donc, quand vous récupérez une pièce dans une ancienne machine, au niveau pédagogique, c'est excellent. Pourquoi? Parce que, la pièce, comme elle ne vous est pas vendue neuve, elle ne vous est pas vendue avec un mode d'emploi. Donc, vous devez apprendre vous-même à repérer les bornes, à repérer son câblage, son fonctionnement. Et deuxièmement, cette pièce d'occasion, elle va peut-être moins bien fonctionner. Il faudra peut-être commencer par un petit peu la réparer, ou il faudra commencer par la diagnostiquer. Et donc, vous avez un apprentissage supplémentaire à devoir se débrouiller avec un matériel de seconde main, d'occasion. Je suis Émilie Bertrand, je suis la coordinatrice des projets en bloc 1 à l'école d'ingénieurs à la ELA et je suis responsable du volet scientifique de ce projet. Dans ce volet, je suis également tutrice pour suivre plusieurs groupes. Je suis physicienne de formation, j'ai un doctorat en physique des surfaces et des interfaces. Alors, dans ce volet, le but principal, c'est d'essayer de faire en sorte que les étudiants acquièrent une bonne méthodologie scientifique. Alors, ça veut dire quoi? Par rapport à la maquette qu'ils vont réaliser, ils vont faire face à certaines problématiques, ils vont être en questionnement par rapport à un choix d'un matériau, par rapport à la compréhension du phénomène physique, chimique qui est au centre de leur maquette. Donc là, l'idée, c'est de bien passer en revue les différentes étapes incontournables pour être rigoureux, pour essayer de trouver une réponse aux questions qu'ils se posent. Donc ça commence forcément par une recherche bibliographique avec une synthèse associée, comment on fait pour trouver des sources pertinentes, etc. On va les guider dans tout cela, avec la rédaction de cette synthèse vers la fin du premier quadrille. Comme ça, on est prêt au second quadrille pour mettre en place
une démarche de prise de mesure. Alors on leur demande de créer un dispositif expérimental pour pouvoir trouver réponse aux questions qui se posent. Donc, ils élaborent un dispositif expérimental, un montage. On leur demande et on les guide aussi pour créer un mode opératoire, une démarche de prise de mesure. Donc est-ce qu'on va mesurer avec l'appareillage, comment on va s'assurer que les autres paramètres restent constants, comment on va faire varier tel paramètre, pourquoi, dans quel but, etc. Avec toute la démarche d'analyse qui est associée et la comparaison aux éléments théoriques qui sont retrouvés dans la synthèse qui aura été faite au préalable. Avec surtout aussi également comment dans tout ça ils trouvent réponse aux questions qui s'étaient posées et comment ça les aide pour le réglage d'un paramètre ou l'autre et la compréhension de ce qui se passe dans leur maquette du volet technologique. Il y a aussi tout ce qui est communication scientifique vers autrui, communication individuelle, par écrit, oralement, le tout également en groupe. Ce sont des exercices qui ne sont pas forcément faciles, ça s'apprend, on les entraîne à cela tout au long du volet scientifique pour atteindre voilà, la journée des projets où ils présentent oralement le fruit de leur travail en 10 minutes devant un jury qui est là pour les évaluer. Un autre objectif est d'amener les étudiants à un certain niveau d'autonomie, d'indépendance, donc de capacité de travail par eux-mêmes, seuls ou en équipe. Ça va demander quand même un nombre d'heures relativement important. Dans le cours de sciences industrielles, il y a un peu plus d'une centaine d'heures qui se décomposent en plusieurs parties, notamment des cours théoriques, des séances d'application, mais aussi des séances de travail, de réunions en équipe qui sont supervisées par un enseignant. Et c'est durant ces séances de supervision que nous pouvons donner un feedback permanent sur l'état d'avancement, non seulement du travail des étudiants, mais aussi sur l'évolution du projet. Donc, il y a un accompagnement en mode présentiel qui est relativement important, mais qui vise toujours à pousser les étudiants à devenir de plus en plus autonomes parce que tout simplement, dans leur pratique professionnelle, ils devront acquérir cette capacité à travailler en toute autonomie et donc à vérifier eux aussi par eux-mêmes que leur projet se déroule correctement, à vérifier eux-mêmes, à vérifier aussi leur avis en confrontant cet avis avec l'ensemble des membres de l'équipe. Donc, il y a toute une dynamique en mode présentiel qui va aussi se compléter par une dynamique de travail en réunion, en équipe et en travail à domicile en réalisation d'un projet aussi dont certaines parties se réalisent à domicile et en équipe. Donc ça nécessite toute une coordination au sein de l'équipe d'étudiants. Il y a également quasi plusieurs fois par jour et tous les jours, on reçoit soit un email ou bien soit quand on passe dans un corridor, un étudiant qui nous arrête et qui nous pose une petite question très précise à ce moment-là. Donc en plus du suivi qui a lieu une fois par semaine, je dirais qu'il y a aussi une sorte de forme question-réponse en temps réel sur des petites choses, des questions auxquelles ils n'ont pas pensé et qui découvrent quand ils sont en train d'avancer. Donc on ne les laisse pas tomber dans le sens où on est là pour faire aussi un peu de touring secours par téléphone, ou de touring secours par mail, ou le touring secours rapidement lorsque l'on passe dans les corridors. Par contre, on ne leur donne jamais la solution. Enfin, on essaye d'éviter de leur donner la solution, on leur donne plutôt des pistes. Mais si vous devez acheter un contacteur, si vous devez acheter un relais, enfin, il y a toute une série de matériel. Pour eux, c'est tout nouveau. On leur a appris que ça existait, on leur a appris avec eux, on leur a montré comment on utilisait ce genre de pièces, mais après, ils se posent la question, tiens, où je peux acheter cela? Où je peux commander ça? Où je peux en trouver d'occasion? Le but est de les aider le plus possible à apprendre par eux-mêmes. Vraiment, l'objectif, c'est d'acquérir une culture projet. C'est plus qu'un cours, c'est un état d'esprit. C'est une culture qui s'installe où des étudiants vont trouver des ressources pour résoudre leurs problèmes au sein du projet, puisque le job d'un ingénieur, c'est de trouver des solutions à des problèmes, c'est de réaliser des projets. Et ils vont aller puiser des ressources dans leur environnement. Ce qui est important à comprendre, c'est que un projet
c'est pas vraiment un cours académique. Ici, c'est développer un état d'esprit permanent, culture projet, génération projet, être orienté vers la recherche de solutions à des problèmes. On voit bien qu'on dépasse une dimension uniquement scientifique et technologique, puisqu'on entre dans la dimension des sciences humaines. Alors moi, c'est Hélène Deleu, je suis chimiste de formation. J'ai travaillé 10 ans dans un centre de recherche à Tournai, puis je me suis naturellement dirigée vers l'enseignement. J'ai atterri il y a 2 ans à la Haute École en tant que maître assistante dans l'équipe chimie de la catégorie technique. Jean-Baptiste Coulot, je suis enseignant aussi dans le domaine technique, le domaine des sciences et technologies de la Haute École. Je suis également responsable de recherche du pôle électromécanique thermique. Christobal de Kerkhove. Alors, j'ai une formation d'ingénieur en sciences appliquées de Louvain-la-Neuve. J'ai aussi fait de la recherche via un doctorat. Et puis, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je suis arrivé à la Haute École de Louvain en Hainaut. J'enseigne en bachelier les mathématiques de première, et puis j'ai un cours en statistique, un cours en informatique. Bonjour, Joël Voisin. Je suis enseignant également à la Haute École Louvain en Hainaut, dans le domaine sciences et technologies, dans la section essentiellement électromécanique, ayant au départ un diplôme d'ingénieur industriel de cette école également. Ce rôle, en tout premier lieu, ça permet déjà de rencontrer les étudiants d'une manière un peu différente de ce qu'on peut rencontrer en classe, dans un format plus classique. Puis d'essayer d'éveiller chez eux la curiosité de la recherche, d'essayer de leur faire trouver des idées qui soient porteuses, innovantes et qui leur permettent de développer à la fois un pôle technologique mais également un pôle scientifique, et donc d'appliquer des principes qu'ils découvrent de façon théorique et qu'ils peuvent de cette manière mettre en pratique. Plus concrètement, mon rôle, c'est de les accompagner dans leur recherche. Que dire? Sinon que oui, c'est un accompagnateur, c'est quelqu'un qui essaye d'être proche des étudiants, qui rend les choses un peu concrètes pour les étudiants, qui essaye de les amener à voir que le métier d'ingénieur au travers de ces projets-là est un travail dans lequel il y a une émulation d'équipe, une dynamique d'équipe à instaurer. Et donc, le tuteur a pour rôle de surveiller un petit peu que cette dynamique prend forme, que les étudiants arrivent à trouver des manières de dépasser les conflits, de mettre en avant une dynamique positive et de réfléchir sur comment optimiser un petit peu ce fonctionnement qui est en même temps humain et professionnalisant. Donc voilà, c'est un peu un des points importants, il me semble. On essaie déjà de faire miroiter l'exigence du professionnel, de se mettre vraiment en situation d'un projet d'envergure avec des deadlines à respecter, avec aussi une précision dans la rédaction qui est importante. Faire des ponts via aussi notre expérience de suivi d'étudiants en stage qui sont déjà en master ou en dernière année même, en leur donnant des exemples concrets de ce qui doit être fait dans une réunion d'entreprise, et à chaque fois les postposer à la pratique du projet de première. Le tuteur scientifique est aussi là pour stimuler l'imagination des étudiants qui sont parfois cadenassés dans une vue un peu adolescente des choses. Ici, on aborde vraiment, comme l'a dit Christobal, des aspects professionnels, et donc on doit leur montrer, les guider sur des pistes parfois totalement farfelues, et pour leur permettre de se rendre compte par la suite de quelles réalisations concrètes ils peuvent vers quelles réalisations concrètes ils peuvent aboutir avec ces idées au départ un peu imaginaires. En tout premier, déjà, il y a une réunion de créativité dans laquelle ils développent leurs idées. On essaye aussi de les guider pour leur dire qu'il n'y a pas d'idée, comme disait Joël, qui ne soit pas suffisamment farfelue pour qu'on ne puisse pas l'utiliser. Ensuite, il y a un premier rapport scientifique sur base du projet qu'ils auront choisi et des questions qu'ils se posent. Et donc là, on leur apporte un feedback complet sur un premier travail de rédaction
Donc c'est assez concret, c'est assez directif d'une certaine manière pour les aider dans leur rédaction parce que c'est un apprentissage aussi qu'ils doivent faire. Et puis après, il y a toute une aide qui est apportée dans leur choix d'expérience. Donc, essayer de les faire se poser la question, est-ce que cette expérience répond réellement à la question que je pose au départ? Quelle exploitation je vais pouvoir faire des résultats que je vais obtenir? Est-ce que ça va me permettre d'avancer dans mon projet? Est-ce que c'est faisable? Toutes ces questions-là auxquelles les étudiants doivent faire face ou parfois ne se rendent pas compte de la réalité d'un terrain ou d'un laboratoire. Et donc là, on est là pour les aiguiller et pour les aider à avancer. On leur explique effectivement. Ils le font, certains y arrivent, d'autres en réalité pas, et je dirais que la majorité, la première fois, est loin d'atteindre les exigences. D'un autre côté, c'est un cycle obligatoire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut venir avec leur propre travail et leur dire, voyez, ça, effectivement, ça atteint un des critères, mais par contre, sur tel autre critère, sur, Christobal parlait de la rigueur tout à l'heure ou de la précision, eh bien, sur tel aspect, il y a encore, on est encore loin du compte. Et tant que ce n'est pas sur leur propre travail, ils n'arrivent pas à le réaliser. Donc, je pense que c'est aussi ce type de feedback dont ils ont besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de temps de la part du tuteur dans l'observation. Donc, personnellement, moi, il m'arrive souvent de m'asseoir parmi le groupe, de ne rien dire et de leur demander de continuer d'échanger. Et c'est seulement après qu'on essaye d'émerger, je dirais, une idée sur ce qui s'est passé, sur un conflit ou sur le fait qu'ils n'avancent pas. Beaucoup d'observations donc en classe lors des séances encadrées, comme on dit. Aussi, beaucoup de temps passé à voir les échanges, les rapports qu'ils rendent, les emails qu'ils envoient. Donc, on essaie de soigner l'ensemble du contenu. Et évidemment, c'est un suivi sur toute l'année. Donc, on a l'occasion de voir l'évolution. Et ça, c'est important parce que lorsqu'il y a un problème, on a vraiment le temps de revenir dessus avec des exemples. Donc, il faut du temps pour changer des habitudes parfois qui sont là et qui doivent changer. Et donc, on peut rebondir. Tiens, en novembre, il s'est passé ça. En février, vous avez répété. Et donc, ce suivi, je dirais, très personnalisé d'un tuteur pour un groupe toute l'année, il est en général assez bénéfique. Une des difficultés en tant que tuteur, c'est de nous faire voir par les étudiants au départ comme un collaborateur. Alors bien sûr, Jean-Baptiste a parlé d'un côté très rigoureux parce qu'il y a une cotation derrière, c'est certain, mais on est là aussi en tant que collaborateur pour les aider à démarrer. Et souvent, les étudiants ne voient pas cet aspect des choses et donc nous considèrent ou bien s'adressent à nous vraiment comme étant des enseignants avec un côté très formel. Parfois, ils nous regardent comme des futurs évaluateurs. Et donc moi, j'ai parfois tendance à leur dire, mais vous êtes nos futurs collègues. Et on les forme après tout pour qu'ils fassent partie d'une société où ils vont amener leur pierre à l'édifice. Donc vraiment les amener à ça. Donc le but des séances de méthodologie, c'est de pouvoir fournir aux étudiants des outils qui leur permettront d'aborder de la meilleure des manières cette transition qui n'est pas toujours simple de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur. Mais ça permet aussi également, à travers de ces séances de méthodologie, qu'ils puissent échanger entre eux diverses bonnes pratiques qu'ils ont l'habitude d'appréhender et de mettre en place, qui pourraient échanger les uns avec les autres pour pouvoir de nouveau avoir un maximum d'outils à leur disposition pour réaliser cette transition qui n'est pas simple pour tout le monde de la meilleure des manières. En termes de contenu, au niveau des séances de méthodologie, il y en a assez bien au niveau qui s'étale sur la totalité du premier quadrimestre. Donc, on va aborder ensemble notamment la question du qui suis-je et quel est mon mode de perception préférentiel pour étudier, pour appréhender de la meilleure des manières des séances de cours. On va aborder ensemble le travail à domicile, comment rendre le travail à domicile performant et concret pour le cours suivant. On va aborder ensemble le travail de groupe, les rapports de laboratoire et d'autres sujets, d'autres thèmes qui sont importants à maîtriser pour bien appréhender ces études supérieures. Un tuteur méthodologique, c'est une personne qui aura un contact privilégié avec les étudiants pour qu'ils puissent communiquer avec lui sur diverses questions, diverses problématiques, que ce soit des problématiques purement liées à des problématiques d'enseignement, de cours, mais également s'il souhaite discuter avec les tuteurs méthodos de problématiques plus personnelles, on est toujours là pour les écouter, les aider et en tout cas les rediriger vers des personnes ressources qui pourront leur apporter éventuellement de plus en plus d'informations.
certaines séances de méthodo, en tout cas, permettent d'aborder le projet scientifique et technologique de la meilleure des manières. On pense très clairement aux séances de méthodo qui vont traiter des rapports de laboratoire et du travail de groupe notamment, qui sont 2 séances primordiales pour aborder le projet de la meilleure des manières. Effectivement, le projet, ce sera un projet de groupe. Ils devront donc certainement faire face à des problématiques, que ce soit techniques ou humaines, et la séance de méthodo leur permet de traiter ces problématiques de la meilleure des manières. Et au niveau du rapport de laboratoire, eh bien, effectivement, nous allons voir ensemble comment rédiger un rapport de laboratoire scientifique correct, cohérent à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment un bon tremplin pour pouvoir réaliser un rapport scientifique et technologique en lien avec les compétences recherchées au sein du projet. Trouver des informations fiables, scientifiques et adaptées au sujet du projet n'est pas si simple. C'est pourquoi, en tant que bibliothécaire spécialisée dans les sciences et les technologies, j'apprends aux étudiants à chercher plus efficacement l'information, avec Google et avec d'autres outils bien plus performants encore. Le projet aboutit à une maquette, mais aussi à un rapport de projet et à une présentation orale académique. Dans les séances de méthodologie, j'essaie de transmettre aux étudiants les codes et les bonnes pratiques de ces exercices. Les séances de méthodologie s'inscrivent dans le parcours du projet, mais serviront également pendant toute la formation de l'ingénieur. Et plus loin, qui sait? Alors, comment donner une vue d'ensemble du projet de première année? Eh bien, le mieux, c'est de voir qu'il se déroule sur toute une année, partant du lancement jusqu'à la journée des projets, la JDP. Alors, en quelques mots, pour que vous puissiez visualiser sur cette frise les éléments entendus dans les divers témoignages, on trouve étalés sur toute l'année des séances encadrées pour le volet scientifique, et au début de l'année, des séances méthodologiques. Les séances méthodologiques, c'est au travers de celles-là que se forgent les outils nécessaires au bon fonctionnement des études à titre individuel et au bon fonctionnement d'équipe en termes de travaux de groupe. Et l'accompagnement du tuteur tout au long de l'année dans les séances encadrées permet aussi de veiller à cela. On va trouver tout au long de cela les séances de créativité qui vont être un des premiers travaux d'équipe encadrés. Alors les étudiants vont devoir au début faire en sorte qu'ils fondent leur équipe ensemble. Donc ils vont déposer des CV, constituer leurs équipes sur base de CV autant que possible complémentaires, c'est à eux d'en prendre la responsabilité, et puis établir un contrat d'équipe qui devra être validé par l'ensemble de l'équipe projet. Dans ce contrat, on a déjà une petite idée des objectifs du projet et de la manière dont l'équipe veut fonctionner au fur et à mesure de l'année, des engagements de chacun en termes de fonctionnement de l'ensemble de l'équipe, d'investissement, d'engagement par rapport au reste du groupe. Un certain nombre d'évaluations vont avoir lieu, vous en avez entendu parler dans les divers témoignages. Vous voyez qu'elles sont échelonnées au fur et à mesure de l'année pour recevoir un ensemble de feedback. Par exemple, avant le congé, qui pour eux n'est pas un congé puisque c'est plutôt un blocus, au moment des fêtes de fin d'année, des schémas, des synthèses sont demandés de façon à faire apparaître une première évolution, une première étape qui permet de poser des jalons pour la suite. Là, il y a une césure pendant toute la période des examens, puis une reprise dans laquelle on va
à partir de laquelle, juste à ce moment-là, évaluer si l'équipe, dans le premier quadrimestre, dans l'élaboration des premières étapes, a bien fonctionné, pour pouvoir remédier aux éventuels dysfonctionnements. Et bon, dans un certain nombre de cas, ça se passe très bien, mais ça permet de suivre et de surveiller que il n'y a pas besoin éventuellement de rediriger, réaménager certains aspects des relations entre les étudiants d'une équipe. Voilà, alors les séminaires au fur et à mesure de l'année permettent aux étudiants de découvrir les différents modes de communication qu'ils vont devoir mettre en œuvre. Donc il y a l'aspect recherche documentaire, mais il y a l'aspect rédactionnel, il y a l'aspect communication orale, qui vont être tous présents au fur et à mesure du projet, qui englobe tous ces aspects et toute cette variété de manières de communiquer. L'évaluation à la fin de l'année sera bien sûr pour toute l'équipe, puisque c'est un projet d'équipe, mais il y aura aussi des aspects plus individuels pour que chacun puisse être valorisé à hauteur de son investissement et de ses compétences également. Voilà qui donne, je pense, un bon aperçu de l'ensemble de cette année très riche, et qui est le premier grand projet, mais ils en auront chaque année dans les diverses sections et étapes de la formation. Alors, cette belle aventure se termine lors de la journée des projets qui a lieu toujours dans les environs de la mi-mai. Alors, comment se passe cette journée? C'est un peu une journée ouverte au public, une journée porte ouverte où les amis, les parents, la presse peut assister, également des futurs étudiants qui aimeraient avoir des informations un petit peu sur les études d'ingénieurs industriels. Alors, les équipes partagent leur journée en deux. Une demi-journée qu'ils passent auprès de leur maquette du volet technologique pour expliquer aux différents membres du jury qui vont passer de maquette en maquette pour les évaluer. Voilà, là, ils sont soumis à de multiples questions sur le réglage, le choix des composants, sur l'aspect sécurité de leur montage, etc. Et pendant l'autre demi-journée, ils présentent oralement le fruit de leur travail pour le volet scientifique. En 10 minutes, ils doivent expliquer un petit peu le questionnement qu'ils avaient et comment ils ont procédé avec leur démarche scientifique pour trouver réponse à ces questions. Et cette présentation orale de groupe a lieu également devant le jury des tuteurs scientifiques, ainsi que d'autres enseignants qui sont intéressés par le sujet et par le travail des étudiants. Donc c'est une journée vraiment importante pour eux, puisqu'ils présentent devant tout le monde leur bébé. Je crois que c'est pas exagéré de dire ça quand on en est à la fin de l'année. Ils se sont vraiment investis très fort dans leur groupe, dans leur projet. C'est pas rare non plus de voir des étudiants qui en cours de route se disent non, je veux changer d'études, me réorienter, mais voilà, je fais partie d'un groupe, j'ai envie de mener à bien ce projet. Voilà, et c'est une journée où ils sont mis à l'honneur. Miroir anti-buée, réfrigérateur thermo-acoustique, trieuse compacteuse de déchets ou encore système Easy Park, les idées fusent et ne manquent pas, des idées devenues projets, tous réalisés par de jeunes étudiants. Dans le cadre du cours de technologie, vont développer des projets qui ont un aspect, d'une part, un aspect technique, et d'un autre côté, des projets qui se basent sur la créativité. C'est-à-dire qu'on cherche à apprendre à ces étudiants à développer des projets qui vont être utiles en général à la société et aux entreprises. Des réalisations utiles qui attirent familles, proches, mais aussi des professionnels. Il faut dire que l'ingéniosité ne manque pas. Avoir un poulailler automate qui puisse, sans aide extérieure, fermer et ouvrir la porte des poules pour les protéger des renards, effectivement. Donc le principe est assez simple. On a trois capteurs principaux. On a des capteurs de position, un qui fait plus, un qui fait moins, pour compter et décompter les poules. On a un capteur crépusculaire qui est au-dessus, qui permet de définir le jour de la nuit.
Donc en permanence, le poulailler va compter les poules. On peut compter 1 fois, 2 fois et 3 fois. Pendant 5 secondes, le capteur moins est désactivé afin de permettre à la poule de passer sans qu'elle soit décomptée et donc arriver à un total de 0. Donc on peut décompter, recompter. Et une fois qu'il fait nuit, on va tourner une résistance variable pour simuler la nuit. La porte va se fermer. On a fait un système qui permet de soulever la voiture à l'aide de vérins et ensuite à l'aide de roues de translation et d'un moteur qui va faire garer la voiture directement perpendiculairement à la route. Et donc de ce fait-là, on n'aurait plus de manœuvre à faire, rien du tout. Le conducteur n'aurait plus qu'à appuyer sur 2 boutons et sa voiture serait garée. Nous, ce qu'on viendrait rajouter à ce système, c'est le système de translation pour que la voiture puisse se garer. Et donc ce serait plus dans le domaine du tourisme et non plus de la compétition. Des idées transformées en points, et là, les critères sont sévères. Le tout premier, c'est que le projet doit fonctionner. C'est la moindre des choses pour un ingénieur de réaliser quelque chose qui fonctionne, mais nous évaluons aussi la créativité des étudiants, l'ingéniosité, le soin apporté au montage, bien entendu. Le temps de travail est donc conséquent. Cette première année d'études n'autorise aucun répit. On espère d'avoir une certaine reconnaissance de notre travail, puisqu'on est qu'on a passé des soirées, presque des nuits blanches, on va dire, pour pouvoir réaliser ce projet. C'est vrai que nous sommes très fiers de la créativité de nos étudiants, de leur débrouillardise. Et c'est vrai qu'en sortant de Réto, arriver à de tels résultats dès la première année, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et vu la demande du secteur, ces futurs ingénieurs ont de l'avenir. On a choisi de faire un déshumidificateur, donc quelque chose qui va capter l'humidité dans l'air pour la rendre liquide et la rendre potable par la suite. Les défis, c'est que c'est un truc qu'on n'a jamais fait, évidemment, très compliqué à faire. C'est sûr. Et les bons points, c'est qu'on rigole bien. Non, ça résume bien le travail de groupe parce qu'on se répartit toujours les tâches, on doit communiquer entre nous. Même si on travaille chacun sur notre partie, on doit toujours travailler avec l'autre. Les idées. Voilà. Je me prénomme Alizée, je suis Alizée Brackman plutôt. Ici, je suis en 3e BSI, section biochimie. Et dès ma sortie de Réto, j'ai intégré le bachelier sciences industrielles à la LA, d'abord à Charleroi et puis à partir de ma 2e ici à Mons. Ok, moi pour ma part c'est Florian Arnoul, donc je suis en 3e bachelier option chimie et en ICARE. Je suis aussi représentant EEH et de la même manière qu'Alizée, j'ai fait ma première à Charleroi et puis on est venu à Mons dès la 2e. Alors on a réalisé notre projet de première lors de l'année académique 2018-2019, donc environ 2-3 ans selon la période de l'année. Donc le sujet de notre projet en première, c'était la phytoépuration. Donc, on a vraiment voulu s'intéresser au pouvoir de filtration des plantes en leur admettant une solution polluée en nitrate et en phosphate et voir comment elles réagissaient en termes de dépollution sur cette eau qu'elles filtrent. Personnellement, moi, c'est beaucoup le travail d'équipe parce qu'en secondaire, ça nous manque beaucoup. Ici, ça nous a permis aussi de... On a eu la chance, nous, c'est qu'on a commencé avec 6 personnes, on est sorti avec 6 personnes.
c'est vrai que la facilité était que l'ensemble du travail était mieux réparti, mais d'un autre côté, c'est qu'on avait besoin d'une coordination et de temps en temps, ça portait préjudice, mais d'un autre côté, ça nous a beaucoup formés. Et personnellement, je le ressens déjà avec les outils que j'ai pu mettre en place dans cette équipe-là, qu'on a pu mettre en place dans cette équipe-là. Je les utilise encore maintenant. Et même, je vais dire, l'intérêt du développement durable, qui était le sujet du projet, ben, ça nous suit durant tout le cursus. Et avec ce genre de projet, ben, on est tout de suite plus alerte durant le cours ou même maintenant dans notre vie du quotidien, de vérifier ce genre de choses. Pour ma part, donc, je rejoins Alizée sur le fait donc, que on a acquis une certaine rigueur, on a acquis une certaine organisation de groupe qui nous suit en fait jusque maintenant dans le cursus. Donc aussi pour le projet de deuxième et pour le stage de troisième, j'ai vraiment senti que que je construisais sur des acquis de mon projet de première, clairement. Tout ce qui est aussi respect des échéances et alors une grosse compétence que j'ai appris en première grâce au projet, c'est l'utilisation des outils informatiques tels que le OneDrive, le Word, Excel, etc. qu'on ne fait pas forcément en secondaire. Et j'ai totalement adhéré et j'utilise beaucoup maintenant dans mes travaux, quoi. On s'est mis la barre très haut très vite. Parce que comme la phytofiltration, ben, dans le nom, on s'est dit on travaille avec des plantes et il fallait avoir un projet qui avait déjà une belle tête au mois de mai. On s'est imposé la pression d'avoir un montage fait avant le printemps pour pouvoir y planter des plantes, commencer à faire des analyses pour avoir quelque chose de concret au mois de mai. Donc, on a dû faire un ensemble de choses très vite, très rapidement et aussi sans connaître les gens parce qu'on vient tous de notre équipe de première, on venait tous de milieux différents, on ne se connaissait pas du tout et il a fallu gérer tout cet amas de travail avec des personnes qu'on rencontrait pour la première fois. Et on a eu de la chance, ça s'est bien passé. La plus grosse difficulté, c'était le timing, en fait, de pouvoir tout gérer dans les temps. Comme disait Alizée, vu que c'était des plantes aquatiques, il fallait s'y prendre assez à l'avance. Et les plantes aquatiques, généralement, dans les grandes surfaces, ça arrive seulement qu'à l'été, quand on s'occupe des bassins d'eau. Mais nous, il nous les fallait bien à l'avance pour faire nos expériences. Et donc, oui, cet aspect-là, cet aspect donc d'organisation de timing. Et alors, l'aspect de gestion de groupe, comme Alizée le dit, aussi de devoir gérer une équipe de 6, de devoir faire en sorte que tout le monde s'entende bien, etc. C'est vraiment les moments de convivialité qu'on avait. Je me souviens de plusieurs fois où quand on faisait le montage de la structure en bois de notre système, où c'était chez moi, mon papa était là et pour faire plaisir à tout le monde parce qu'on travaillait dans la cave, il faisait froid, mon papa préparait à chaque fois une soupe. Et du coup, sur le temps de midi, tout le monde avait sa boîte à tartines et une tasse de bonne soupe bien chaude. On discutait de tout et de rien sur la pause de midi. Et c'était des moments fabuleux où on partageait, on rigolait. C'est vraiment un moment de convivialité d'équipe et qui nous a suivis même dans nos cours derrière, puisqu'on s'échangeait les synthèses entre nous, on se tenait au courant et tout. Je me souviens, Frédéric Mignolet qui donnait des cours à Cyril, toutes des petites choses comme ça. On s'est un peu perdu de vue, mais même comme ça, si on peut donner un coup de main à quelques-uns, on le fait. Donc, moi, mes meilleurs souvenirs, c'était lors de la réalisation de la maquette, mais au niveau des plantes, quand on a dû commencer à mettre la main à la pâte dans le sable, dans la terre, le terreau, etc. Donc, c'était assez amusant. Et alors, voir l'évolution aussi, vu qu'on travaille avec des plantes, donc des êtres vivants, mais c'était chouette de voir l'évolution de cette biomasse et alors aussi de voir aussi l'évolution de nos résultats, puisqu'on analysait des échantillons d'eau filtrés tous les X, et du coup, on voyait l'évolution en temps réel, et donc on pouvait travailler
de manière assez intéressante grâce à ça. Et aussi un des souvenirs, c'est fatalement la journée des projets, qui est un énorme stress, mais qui au final nous a bien réussi puisqu'on a eu le premier prix de la partie scientifique lors de la remise des diplômes. Ouais. Je m'appelle Florent Hervignot, donc je suis étudiant à l'AELA en première master en option électromécanique et j'ai choisi la filière énergie et technique spéciale. Pour moi, le projet de bloc 1, c'était il y a 3 ans. Donc, c'était pendant l'année 2017-2018 et on a présenté la maquette lors de la journée des projets en mai 2018. Alors, le sujet de notre maquette, c'était une maquette de train à sustentation magnétique. Donc, on a fait un rail en bois qui était rectiligne, sur lequel on a disposé des aimants et on avait un mobile aussi en bois. Le but final, c'était d'avoir un système automatisé. Donc, on avait 2 actionneurs de part et d'autre qui étaient commandés avec un capteur central qui permettait que le train se déplace continuellement de gauche à droite. Une fois lancé, normalement, il ne devait plus du tout s'arrêter. Alors, avec le projet, on a acquis énormément d'apprentissage pratique parce que c'était probablement pour beaucoup la première fois où on travaillait peut-être avec des postes à souder ou qu'on travaillait sur des câbles électriques, vraiment, des actionneurs, des capteurs. On a appris beaucoup d'autonomie, de débrouillardise, parce qu'on a dû faire peut-être pas mal de recherches un peu spécifiques pour les études scientifiques. Donc ça nous a beaucoup appris à nous débrouiller, autant sur le montage que pour tout ce qui était recherche. Pour nous, le plus difficile, ça a vraiment été la conception mécanique, on va dire. Donc on pensait que ça serait assez simple. Et en fait, on s'est retrouvé face à un problème de tolérance. Il fallait vraiment que ça soit quand même très précis. Et on faisait une maquette qui était plutôt très manuelle avec des outils simples. On n'avait pas des outils très développés pour pouvoir usiner précisément. Et c'est là où on a éprouvé le plus de difficultés dans le projet. Les meilleurs souvenirs que je garde du projet, globalement, ça reste quand même la création de la maquette. Ça a été le moment qu'on a le plus préféré, où on a vraiment travaillé en équipe. Et c'est aussi les liens qu'on a tissés donc, avec notre équipe, parce qu'en travaillant ensemble au fur et à mesure de l'année, on a vraiment tissé des liens et après on s'entraidait dans quasiment la globalité des cours.